Bonjour tout le monde. Eric Van Gens, donc je travaille au CHU de Lyon. Je suis responsable d'une équipe de recherche en pharmacoépidémiologie et je suis responsable, ce qui me rend le plus fier, de l'éducation thérapeutique des patients à l'hôpital de la Croix-Rousse dans l'asthme. Donc pour l'instant c'est l'asthme et puis l'année prochaine on va essayer de démarrer en BPCO. Voilà. Donc certains d'entre vous connaissent l'étude Astrolabe, donc on va rapidement montrer un petit peu les résultats. Puis on discutera de l'organisation de l'étude. Il y aura un aspect quali qui va être illustré par Alain. Et puis moi, je ferai quelques conclusions pour tracer des pistes d'avenir, asthme et médecine générale. Voilà. Donc ceci est un projet. Il y a de temps en temps des diapos en anglais, je m'en excuse, mais c'est tout simplement parce que c'est un projet qui a été demandé par la communauté européenne et que la langue de communication au sein du projet était l'anglais. Donc c'est un projet qui au départ est demandé par l'Agence européenne du médicament autour de la sécurité, le mot-clé c'est safety, la sécurité des LABA dans l'asthme. Vous savez qu'on les utilise à la fois dans l'asthme et dans la BPCO. Ici c'était vraiment dans l'asthme, donc en soins usuels, en soins courants. Et donc l'approche qu'on a prise, c'était une approche qui combinait des données électroniques et des données d'études de terrain. Voilà. Donc voilà les nombreux partenaires de ce projet. On était 7 partenaires en tout et le projet était coordonné à partir de l'Université de Lyon. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet? Ceux d'entre vous qui ont déjà participé au projet, qui ont inclus des patients, m'excuseront de toutes ces redites, donc on va aller vite. Donc vous savez que les bêta-agonistes à longue durée d'action qui existent depuis 15-20 ans sont des traitements très utilisés dans l'asthme, très appréciés par les patients asthmatiques, et que de façon récurrente, depuis 15 ans, très peu de temps après leur lancement, est apparue une controverse quant à la sécurité de ces produits, il y a eu des case reports, il y a eu des études observationnelles qui suggéraient que ces produits pouvaient être liés à la survenue d'effets indésirables, en particulier quand ces produits étaient utilisés en cothérapie avec les corticoïdes inhalés, et en particulier peut-être chez des enfants. Donc des méta-analyses ont été faites de façon régulière au cours des 10 dernières années qui suggéraient effectivement qu'il pouvait y avoir un souci. Par exemple, quand on prend des LABA en monothérapie, il y a une augmentation de la mortalité et probablement un surrisque d'exacerbation. Quand on les prend, et finalement tout est là, toute l'étude Astrolabe est là, quand on les prend en association libre avec des corticoïdes inhalés, donc on parle vraiment d'association libre, vous avez 2 inhalateurs distincts, il y a un gros souci qui est manifeste dans toutes les études ou méta-analyses qui ont étudié le problème. C'est une estimation inadéquate de ce qu'on appelle l'exposition, de ce qu'on appelle l'usage OCI, qui par définition est certaine si vous prenez des associations fixes, mais dès que vous prenez autre chose que des associations fixes, vous prenez à la base dans un inhalateur distinct, vous n'êtes pas du tout certain que tous les jours, de façon régulière, les gens vont prendre leurs 2 traitements, LABA et CI, comme ils devraient les prendre. Voilà. Et donc, il y a également des controverses entre la comparaison association fixe et association libre, donc beaucoup de résultats un peu contradictoires, ce qui fait que finalement l'EMA, moi je suis expert à l'Agence européenne du médicament à Londres, dans ce qu'on appelle le réseau de pharmacoépidémiologie, l'EMA a souhaité avoir des études dans ce sujet pour essayer de trancher un petit peu le nœud gordien, entre guillemets, de cette sécurité des LABA. Donc, même chose, quand vous comparez les patients sous LABA et sans LABA, certaines études suggèrent une augmentation de la mortalité, certaines études suggèrent un risque accru d'exacerbation, certaines études suggèrent un risque accru d'hospitalisation. Et donc, vraiment, la conclusion à retenir de l'ensemble des études, des méta-analyses qui ont été faites, c'est une mauvaise précision des estimateurs. Chez les enfants, c'est encore pire. Il y a très peu d'études qui ont été faites chez les enfants et donc par définition peu de méta-analyses. Et rebelote, des études qui ont montré une augmentation du risque d'hospitalisation, des études qui ont rapporté un peu moins d'événements graves, mais avec un intervalle de confiance qui était très large, etc. Donc beaucoup d'incertitudes qui demeurent dans les études qui ont été faites, les études de méta-analyse qui ont été faites jusqu'ici. Donc, quand ce projet a été déposé à la communauté européenne en 2010, dans le cadre de ce qu'on appelle le FP7, c'est devenu Horizon 2020, il y avait un manque de données précises sur l'exposition aux corticoïdes, avec probablement, dans beaucoup d'études,
une probabilité de surestimation des prises de corticoïdes due au fait que personne n'avait pris en compte le caractère très imparfait de l'observance qu'on appelle l'adhésion, mais le terme classique c'est l'observance à ces traitements. Les essais cliniques qui avaient été faits étaient également peu intéressants en matière de production de données, par exemple du fait de la rareté des événements étudiés. Donc, par exemple, si vous voulez étudier le décès dans l'asthme, c'est quand même heureusement quelque chose de très rare. Et donc, on avait une puissance insuffisante pour étudier les décès. Très peu d'études se sont vraiment focalisées par le passé, d'études cliniques ou d'études observationnelles, se sont vraiment focalisées sur les groupes à risque, les enfants, les gens avec un asthme sévère. Peu de données observationnelles, par exemple, les gens ont très peu étudié ce qu'on appelle le ratio CI-LABA, qui est pourtant quelque chose d'assez fin et d'assez facile à calculer. Et donc, il y avait, à l'époque où le projet a été déposé, en 2010, il n'y avait pas vraiment de revue exhaustive de la littérature sur le sujet. Donc, on a reçu pour mission, on a réussi à convaincre les gens de nous confier la mission de faire une revue systématique des données publiées et non publiées, de mettre en place ce qui est finalement le projet dont on va parler maintenant, la cohorte Astrolab, donc qui associe des données de prescription, des données de remboursement et ce qu'on appelle des PRO, données qui sont recueillies directement auprès du patient. On nous a également acheté, entre guillemets, l'idée que l'étude allait permettre de mieux connaître l'adhésion au LABA et au CI au cours du temps, et que nous allions pouvoir comparer, tout est là finalement, chez les enfants et chez les adultes, les risques d'événements indésirables graves entre patients sous LABA seul, sous LABA et CI en association fixe et en association libre, par rapport, notre groupe de référence était des patients sous CI seul. Donc les données qui ont été utilisées, c'est des données de prescription. Donc en France, vous vous souvenez, chaque médecin généraliste qui a participé faisait un registre avec un maximum de patients qu'il voyait pour asthme au cours d'une période de 6 mois en général. Au Royaume-Uni, on s'est servi d'une des grandes bases de données. Vous avez la CPRD que tout le monde connaît. Il y a le frère ennemi qui s'appelle TIN que nous avons utilisé. On s'est servi à Lyon, là on travaille beaucoup sur les données de l'assurance maladie, donc on s'est beaucoup servi des données de l'assurance maladie après chaînage aux données patients et aux données de prescription. Le point central donc, pour tout ce qui concernait les critères apportés par les patients, c'était bien entendu les données générées par des contacts téléphoniques tous les 4 mois en l'occurrence et par des SMS. Et donc les médecins participants et les patients complétaient une fois par an des informations sur un CRF électronique. Donc patients âgés de 6 à 40, pourquoi 40 tout simplement parce qu'au-delà de 40 ans, la distinction entre asthme et BPCO n'est pas toujours facile à faire. On voulait des informations sur au moins 12 mois d'histoire médicale. On voulait des gens avec un asthme persistant, c'est-à-dire des gens qui avaient besoin d'un traitement dit contrôleur, traitement de fond, pendant une période d'au moins 6 mois, au cours des 12 mois précédant l'inclusion, pour qu'ils rentrent dans un des 4 groupes initiaux, donc les CI, groupe de référence, LABA seul, LABA CI en association fixe et LABA CI en association libre. Les critères de non-sélection, donc on voulait des gens qui rentrent dans la cohorte comme de juste sans le critère de jugement dans les 2 mois qui précèdent. On ne voulait pas de gens avec corticothérapie chronique puisqu'on voulait identifier le moment de l'exacerbation. On ne voulait pas de patients traités par omalizumab. Il fallait que les gens acceptent de participer, qu'ils aient un téléphone et qu'ils n'aient pas de comorbidité respiratoire. Et voilà un petit peu le schéma de l'étude. Je crois que c'est assez clair. Vous voyez qu'il y a beaucoup de flèches dans tous les sens. Le principe général, c'est vraiment d'avoir des informations très détaillées et très intensives sur le suivi des gens, puisque, je ne sais pas si mon message a été clair, mais les infos qu'on a jusqu'ici, qui ont été délivrées par les vieilles études cliniques et les vieilles études observationnelles, le vieil veut dire avant 2010, manquaient cruellement de précision et de validité quant aux informations rassemblées sur l'exposition et les critères de jugement. Donc on s'est dit, voilà, il y a probablement des facteurs confondants qui jouent diaboliquement avec les résultats dans ces études. Nous allons vraiment faire des efforts désespérés pour traquer, comme on dit en anglais, fliquer, peut-être en français, je ne sais pas comment on dit, les gens de manière très intensive, y avoir vraiment des informations très détaillées sur tous les traitements qu'ils prenaient et tous les critères de jugement qu'ils allaient présenter en cours d'étude. Donc notre outcome, notre critère de jugement, c'était le décès. Heureusement, on n'en a pas eu.
C'était les contacts hospitaliers, soit un passage aux urgences, soit une admission pour asthme, ce qu'on appelle les visites médicales non programmées, et le critère classique pour ce genre d'études, c'est des nouvelles cures de corticoïdes oraux pour une dégradation et une exacerbation d'asthme. Beaucoup de données recueillies, donc, comme je vous ai dit, auprès du médecin généraliste, auprès du patient. Donc, chez vous, on recueille des informations sur les caractéristiques du patient, vos habitudes de traitement de l'asthme, vos habitudes de prescription des CO, vos considérations vis-à-vis des comorbidités, des facteurs de risque et des questions. Vous avez posé plein de questions sur votre approche, entre guillemets, en qualité des soins. Le patient était enquiquiné pour un questionnaire d'adhésion au traitement qu'on a développé en cours d'étude, pour la perception de la cause de l'exacerbation, pour décrire l'exacerbation le mieux possible, pour la façon dont il prenait lui-même en charge son exacerbation SAX et l'exacerbation et les facteurs déclenchants, je m'excuse pour les abréviations, et pour l'autoprise en charge des symptômes. Voilà les résultats. Donc, on avait en France initialement, donc avant exclusion pour données manquantes et données aberrantes, on avait quasiment 950 patients en France et un peu plus de 200 patients au Royaume-Uni. Donc vous voyez que l'objectif, je n'ai pas tout dit, mais l'objectif était à la demande de la communauté d'avoir à peu près moitié adultes, moitié enfants. Donc vous voyez que pour le Royaume-Uni, on y est parvenu, en France un peu moins. On n'est quand même pas si loin d'un certain équilibre entre adultes et enfants. Et ça, c'est le sex ratio, donc un peu plus d'hommes que de femmes. Et donc en tout, finalement, au cours du suivi sur une période d'1 an, on avait à peu près 32% des patients qui avaient une exacerbation en cours de suivi. Et parmi les patients présentant une exacerbation, on avait en moyenne, ce qui est quand même frappant, au moins 2 exacerbations. Et les exacerbations, c'était quoi? C'était, comme on s'y attendait, très majoritairement, donc soit des CO, soit des contacts médicaux non programmés, soit les deux en même temps, puisque c'est lors d'un contact médical non programmé typiquement que les corticoïdes sont prescrits. Avec ça, ça nous a beaucoup surpris, très peu de contacts hospitaliers, puisqu'on n'en avait qu'une quarantaine, ce qui est un taux absolument ridicule pour ce type de patients, ce type d'études. Et heureusement, effectivement, ça c'est tout ce qu'on espérait, aucun décès. Voilà, ça c'est peut-être 3 courbes, des courbes très parlantes. C'est plus d'exacerbation chez les femmes par rapport aux hommes. Vous verrez que ça se retrouve dans les modèles multivariés. Ce qui était très étonnant, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'exacerbations chez les enfants par rapport aux adultes et aux adolescents. Il y a quand même eu des choses, des trouvailles inattendues dans cette étude. Et autre trouvaille inattendue, c'est beaucoup plus d'exacerbations chez les patients français que chez nos ennemis anglais. Voilà, ça non plus, ça n'était pas tout à fait prévu. Voilà le modèle, donc on va aller droit au but. Voilà le modèle final qui était produit pour l'étude. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que quand des gens prennent, c'est la première colonne, quand des gens prennent de façon très régulière des LABA, quels qu'ils soient, en monothérapie ou en association libre, donc on parle vraiment des bouteilles de LABA, vous avez une augmentation de 21,7%, avec un intervalle de confiance qui est malheureusement très large et une absence totale de significativité. Mais vous voyez quand même que vous avez quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Par opposition, entre guillemets, à ce qui se passe chez les gens qui sont sous association fixe, où vous voyez que lorsque vous prenez un usage constant, on maximalise l'exposition pour avoir vraiment le pire résultat possible. Quand vous avez un usage constant des associations fixes, vous êtes à une augmentation d'1% de votre risque d'exacerbation, toutes choses étant égales par ailleurs, avec un intervalle de confiance qui est malheureusement ici aussi, ou heureusement ici aussi, très large. Et quand vous les prenez un peu moins, vous avez quelque chose qui reste à peu près dans les mêmes gammes de résultats. Vous voyez la différence très importante, ça c'est un des principaux résultats qu'on discutera entre la France et le Royaume-Uni. Donc dans ce modèle qui en principe est vraiment très complet, où on a fait des gros efforts pour tenir compte de la sévérité et des autres facteurs confondants, vous avez une augmentation de 80% du chance de risque d'avoir une exacerbation si vous êtes né en France par rapport aux patients qui vivent au Royaume-Uni. Vous avez plus de chances, comme on le disait, d'avoir une exa quand vous êtes un enfant par rapport aux adultes et par rapport aux adolescents, ce qui est
pas vraiment ce qu'on voit souvent dans ce genre d'études. Vous avez plus de chances d'avoir une exacerbation quand vous avez un asthme plus sévère, donc 28% d'augmentation pour les gens qui avaient des cures de corticoïdes oraux avant de rentrer dans l'étude. Ceci est un autre marqueur de sévérité qu'on a forcé dans le modèle. C'est les doses d'ECI qui étaient prescrites avant de rentrer dans l'étude, en période baseline. Ceci est encore un autre marqueur de sévérité. Vous voyez qu'on a vraiment fait des efforts désespérés pour ajuster pour la sévérité. C'est les antagonistes des leucotriènes, le bon singulaire. Et le dernier marqueur de sévérité ou de mauvais contrôle, c'est les bêta-2 au moment, donc, dans les semaines qui précèdent l'exacerbation. Et là, de façon très logique, on voit une augmentation de la consommation de bêta-2 chez les gens qui vont exacerber. Voilà, même chose, donc résultat grosso modo un peu comparable chez les enfants, sauf qu'on était déjà en sous-puissance chez les adultes, on est encore un peu plus en sous-puissance chez les enfants, parce qu'on a vraiment très peu d'enfants qui ont été traités par des bêta-2 à longue durée d'action en monothérapie ou en association libre, ce qui est finalement quelque chose de bien, c'est positif. C'est bien qu'il n'y en ait quasiment plus. Mais donc on a quelque part aussi un petit signal d'un risque augmenté, mais très très peu de validité, très peu de puissance. Voilà, rapidement quelques mots sur d'autres résultats de cette étude, parce que finalement cette étude a été hyper intéressante pour étudier plusieurs aspects différents de la prise en charge de l'asthme, donc ce qu'on appelle le modèle de prise en charge de l'asthme, l'Asthmacare modèle. Vous verrez un peu les résultats très rapidement. Ceux que ça intéresse, c'est les publics qui sont sortis l'année passée. On a beaucoup travaillé sur l'adhésion et on a beaucoup travaillé sur la qualité des soins. Donc voilà le modèle de prise en charge de l'asthme pondu par les collègues hollandais et moi-même, où on essaie vraiment de synthétiser un peu dans un seul tableau l'ensemble des variables qui rentrent en compte quand vous avez en face de vous un patient asthmatique. Donc vous intéressez à la sévérité, par exemple, vous allez la mesurer, vous la mesurez aussi à partir des traitements prescrits qui a priori sont quelque chose d'adapté à la sévérité, etc. Enfin, vous avez vraiment toutes les variables qui rentrent en compte pour expliquer l'état de santé, le health status d'un patient asthmatique et qui surtout vous donnent des idées pour ce qu'on appelle les études interventionnelles. Parce que c'est évident qu'à partir de là, vous vous dites, tiens, par exemple, je peux essayer de faire une étude d'amélioration de l'adhésion. Par exemple, je peux essayer de monitorer de façon beaucoup plus intensive avec les objets connectés ou n'importe quoi, les symptômes, etc. Donc ceci est vraiment une vision globale, entre guillemets, d'un patient asthmatique lambda. L'adhésion, donc là, sans rentrer dans les détails, on avait une adhésion qui n'était pas extraordinaire, puisqu'on n'a que 30, un tiers des patients qui ont été parfaitement adhérents tout au long de l'étude, alors que je vous rappelle quand même qu'ils étaient surveillés, qu'a priori ils savaient qu'ils étaient dans une étude, etc. Donc on a des chiffres qui ne sont pas extraordinaires en matière de qualité de l'adhésion. On a retrouvé une relation entre adhésion aux corticoïdes et contrôle de l'asthme, donc c'est quelque chose qui est bien connu. Par contre, de nouveau, c'est une des surprises à métaboliser pour cette étude, on n'a pas de relation entre l'adhésion et la survenue des fins indésirables. Est-ce qu'on a fait le choix du bon critère? C'est encore autre chose. Peut-être que si on avait étudié spécifiquement l'hospitalisation, qui est le critère qu'Allion choisi de façon préférentielle sur base de données, on aurait vu des résultats différents. Bref. Qualité des soins, il y a quand même des choses intéressantes qui ressortent aussi. Vous devinez vaguement qu'il y a 3 groupes, 3 clusters dans ces activités, avec une différence importante entre français et britanniques. Et vous constaterez qu'il y a une espèce de petit groupe qui se détache en tête de peloton, qui sont les nurses anglaises. Donc, en simplifiant, quand on fait les analyses, il n'y a pas de différence entre les attitudes, les behaviors des généralistes anglais et des généralistes français. Grosso modo, il y a beaucoup de recoupement entre les deux groupes. Et par contre, se détachent clairement les infirmières anglaises en matière de qualité des soins, de prise en charge des patients et de qualité du suivi. Voilà. Donc, conclusion. On ne met pas en évidence par cette étude une toxicité directe des LABA, donc c'est une hypothèse à laquelle personne ne croyait, mais que contractuellement, en virgule, on est obligé de tester. Donc il n'y a pas de toxicité évidente des LABA dans la population générale d'Astrolabe. Lorsque les LABA sont utilisés en association fixe, ils ne sont pas liés à un risque accru des fins indésirables.
Par contre, lorsqu'ils sont utilisés en association libre ou en monothérapie, il y a une augmentation du risque de survenue d'un effet indésirable, mais qui n'est pas statistiquement significatif, très probablement à cause de la puissance réduite de l'étude, de l'échantillon, en étant sous puissance. Et malheureusement, ça c'est peut-être le plus grand regret, on avait insuffisamment d'enfants traités par l'ABA pour être très conclusif en matière de risque potentiel des LABA, mais il y a quand même un signal qui émerge de survenue accrue d'exacerbation chez les enfants qui sont traités par des LABA en monothérapie ou en association libre. Quelques réflexions complémentaires, donc vous verrez, ce sont les diapos que je vous montrerai en fin de réunion. Il faut bien entendu confirmer tout ça sur des plus grands nombres, et là, pour des raisons bassement pratiques, il faut évidemment travailler sur des données informatisées, donc soit sur des dossiers médicaux informatisés, soit sur des données dites médico-administratives. On n'a pas malheureusement pu étudier correctement le mode d'utilisation des LABA sans CI, donc des LABA en monothérapie, malheureusement. C'est comme ça. On n'a pas pu étudier les critères du jugement les plus sévères, donc hospitalisation ou décès, ce qui clairement impacte les résultats. Et rebelote, c'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on a un peu étudié déjà sur les bases de données médico-administratives, le SNIRAM. Les patients, très important aussi, les patients Astrolab, ça c'est peut-être une réflexion qu'on va avoir tout à l'heure dans le cadre de la discussion des organisations pratiques du recrutement. Les patients Astrolab avaient un asthme léger à modéré. Donc les asthmes qui sont vus le plus facilement ou identifiés le plus facilement en médecine générale, c'est des asthmes qui sont peut-être légers à modérés et qui ne sont évidemment pas très représentatifs de la population générale des asthmatiques français ou anglais. Et donc l'extrapolation n'est pas possible à des asthmatiques plus sévères. Donc quelque part, on n'avait pas tellement de marge, entre guillemets, pour une dégradation de ces patients. Voilà, donc là je vous ai simplement, pour ceux d'entre vous qui lisent un peu la littérature, vous avez vu qu'il y a tout un tas de New England qui sortent actuellement sur des études cliniques randomisées double aveugle qui ont été conduites par les producteurs de l'ABA, d'associations fixes en l'occurrence. Donc toutes les études sont focalisées sur des comparaisons entre associations fixes et CI. Il y en a tout un tas qui sont sortis depuis le début de l'année. J'ai pris l'exemple ici de Austrie, qui est une étude qui a été faite par GSK, voilà. Et on ne va pas rentrer dans les détails, il vaut peut-être mieux laisser un peu de temps à la discussion et aux discussions des résultats. Mais en simplifiant, ces études montrent toutes que lorsque les LABA sont associés au CI dans des associations fixes, vous n'avez pas d'augmentation d'incidence des effets indésirables, donc vous n'avez pas d'impact sur la sévérité, mais pour certaines études, vous avez un petit impact positif sur l'efficacité. Donc les gens qui sont sous association fixe ont tendance à avoir plutôt moins de dégradation de leur asthme, de déstabilisation de leur asthme, un meilleur contrôle de l'asthme que les gens qui sont sous CI. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, je crois que c'est peut-être le plus important à faire. Ouais. Comment vous contrôlez ça? Et dans l'expérience que j'ai de ma patientèle, quand je leur demande effectivement de me faire la démonstration de comment ils font, 2 fois sur 3, je suis étonné. Donc, ça peut donner des effets induits dans les résultats. On est tout à fait d'accord. Si la question relative à la manière dont les infirmières sont impliquées dans la prise en charge de l'asthme et de ce qu'elles connaissent des patients, la réponse est qu'elles connaissent énormément de choses des patients, parce qu'en Angleterre, elles ont un énorme pouvoir de prise en charge des patients dans des pathologies définies. Donc une practice en Angleterre, tous les médecins travaillent en pratique de groupe. Les practices ont le choix de recruter, ils ont le choix entre deux alternatives. Soit ils peuvent doubler leur salaire s'ils remplissent ces critères, soit ils peuvent engager une infirmière. Il y en a pas mal qui engagent une infirmière, qui embauchent une infirmière pour la pratique, et cette infirmière généralement est spécialisée. Et typiquement, beaucoup de collègues anglais avec lesquels on bosse sont une infirmière spécialisée en asthme et BPCO. Et ces dames font tout. Ces dames, peut-être qu'il y a des infirmiers aussi dans le tas, ne soyons pas sexistes. Ils font tout, c'est-à-dire qu'ils font à la fois le renouvellement d'ordonnance, qu'ils font la mesure du peak flow, qu'ils examinent le patient. Donc ils ont vraiment des informations très précises et très détaillées. Et c'est des contacts qui sont encouragés par les pratiques. Donc vous êtes monsieur Dubois, vous êtes asthmatique, vous pouvez facilement passer par la pratique. Autant il est parfois difficile d'avoir un rendez-vous chez le généraliste, autant il est facile de voir la nurse.
d'avoir une épreuve fonctionnelle, une spiro facilement, dans beaucoup de practice, mais en tout cas au moins un DEP, et d'avoir tout un tas d'informations qui sont rassemblées par l'infirmière. Donc moi j'ai assez confiance, et les questions qu'on a posées ici étaient des questions déclaratives. Est-ce que vous faites de façon régulière, par exemple, la question la plus stupide, des tentatives de sevrage tabagique chez vos patients asthmatiques? Voilà, donc c'est du déclaratif, c'est oui-non. Par définition, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne au Royaume-Uni avec les systèmes d'attribution de points. Là, le QOF, c'est du déclaratif. Et donc, quand on regardait ce que les infirmières disaient, ce que les médecins disaient en France, au Royaume-Uni, on a vraiment les infirmières anglaises qui se détachaient du lot. Bon, il est possible qu'on n'a pas vérifié vraiment si on n'a pas filmé les infirmières enregistrant le DEP, elles peuvent prescrire, represcrivant le traitement aux patients, etc. Mais a priori, on leur fait confiance. Non, il y a des études qui ont été faites sur les bases de données anglaises qui sont des bases de prescription. Ils n'ont pas les bases médico-administratives qu'on a en France, des bases de prescription, et qui suggèrent en tout cas une bonne qualité de suivi. Je n'ai pas les diapos ici, c'est un truc qui a été montré à une réunion à Amsterdam en juin. Quand on compare les traitements qui sont prescrits au Royaume-Uni et délivrés en France, parce que c'est la comparaison qu'on a faite, on voit une plus grande régularité des prescriptions au Royaume-Uni que des délivrances en France. Voilà. Parce qu'une des raisons aussi, c'est qu'au Royaume-Uni, a priori, il faut renouveler les traitements tous les mois. Ça commence à se faire par voie électronique, chez à peu près 20 à 30% des personnes, mais ce n'est pas encore bien implémenté. Mais donc, quand on fait cette comparaison-là, c'est mieux, entre guillemets, au Royaume-Uni qu'en France. Mais bien entendu, on ne sait pas si la personne était en pharmacie, cherchait son traitement, etc. Voilà.